Clôture de la deuxième édition du Forum économique Africa Belgium Business Week. Les atouts de l'économie ivoirienne ont séduit les investisseurs. Les investissements privés ont augmenté de près de 54% entre 2012 et 2014. C'est la journée mondiale des sages-femmes aujourd'hui. Cette profession comporte de multiples facettes. Cette année en Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la formation au respect des droits universels des femmes durant la grossesse et l'accouchement. Et puis le Forum pour la réconciliation en Centrafrique a démarré hier à Bangui. L'appel à sécurité et la bonne gouvernance au cœur des débats. Ce forum s'est ouvert en présence du médiateur international dans la crise centrafricaine, Denis Sassou Nguesso. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président Ouattara a annoncé un investissement de 15 milliards de francs CFA dans le département d'Agboville. Des travaux d'amélioration de la fourniture en eau potable vont démarrer dans ce département. L'accès à l'eau potable qui a été évoqué au cours de sa rencontre avec les cadres et chefs traditionnels de la région. Le reportage de Jérôme Kofi à Bolin. Une rencontre familiale caractérisée par la franchise des échanges. D'un côté, le président de la République, Alassane Ouattara, avec autour de lui certains de ses collaborateurs, et de l'autre, les cadres, les chefs traditionnels et religieux de la région de la Niébi-Tiassa. Le premier à prendre la parole, M. Touré Saïd, représentant des cadres. Le département d'Agboville compte parmi ses filles et ses fils de nombreuses compétences dans divers domaines. Ils se tiennent à votre disposition par la foi qu'ils ont en votre politique de développement. Ils ont conscience que le pays leur a donné l'instruction. Le pays a fait d'eux des cadres. Ils sont là pour vous dire à leur tour, en retour, ils sont prêts à jouer leur partition dans le processus d'émergence de notre pays. Le représentant des chefs traditionnels et religieux, lui, Eddy Nguesso, pour commencer, a dit merci au chef de l'État pour l'honneur qu'il leur a fait à travers cette visite. Il a toutefois insisté au nombre des problèmes sur le manque d'eau potable à Agboville. Nous n'avons pas d'eau potable à Agboville. L'eau que nous buvons est nauséabonde. Elle est colorée. Elle a un dépôt. Vous donnez de l'eau potable à toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes la source d'eau pure. Donnez-nous à boire, Monsieur le Président. Réagissant aux différentes préoccupations, le président de la République, Alassane Ouattara, a d'abord exprimé sa joie d'être parmi les siens à l'occasion de cette visite. Il a ensuite réaffirmé sa détermination à poursuivre les actions de développement, aussi bien pour la Niébi-Tiassa que pour les autres régions de la Côte d'Ivoire. 30 milliards sont en train d'être investis pour la Niébi-Tiassa depuis 2012. Et nous prévoyons un investissement additionnel de 25 milliards d'ici la fin de 2015. Ce qui veut dire que pendant la période 2012-2015, nous aurons investi 55 milliards dans la Niébi-Tiassa. Bien évidemment, le problème de l'eau, mon attention a été attirée sur cette question importante. Vous avez raison, l'eau est source de vie. Nana, c'est un programme qui démarre quasi immédiatement. J'en ai parlé avec le ministre des Infrastructures et que je veux qu'il y ait de l'eau potable à Agboville et dans les environs avant la fin de l'année 2015. Donc, dans les investissements qui sont prévus sur les 21 milliards, nous avons donc un investissement de 15 milliards pour Agboville et cela permettra d'avoir de l'eau potable. Alors, vous avez posé également des questions concernant la santé et l'école. Dans les 15 milliards, nous allons répondre à vos préoccupations concernant la santé et concernant l'éducation. Tout ça est dans le programme présidentiel d'urgence. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour réitérer son appel aux jeunes en exil, leur demandant de revenir au pays afin de contribuer à son développement. Le cas de certains jeunes qui sont absents de Côte d'Ivoire, mon message a toujours été de leur demander de revenir au pays. Parce qu'en réalité, cette crise a déréglé le tissu social et
Certaines personnes d'ailleurs qui n'ont rien à se reprocher ont pris peur et se sont éloignées pendant quelque temps. Et bien évidemment, ce que nous voulons, c'est que tous reviennent au pays et que nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. Parce que c'est la chose qui compte le plus, que nous soyons unis, que nous soyons rassemblés. En chef de famille, le président de la République a permis à certaines personnalités au cours de cette rencontre de lui exposer directement leurs problèmes. Il leur a promis de les aider à faire face à toutes les difficultés avant de lever la séance. La visite du chef de l'État à Agboville a suscité de nombreuses réactions. On écoute les réactions des cadres et des chefs traditionnels. Partout où le président de la République passe, il vient avec le développement. Et toute la population d'Agboville dit merci au président de la République. Et il peut compter sur nous pour la campagne future. Cette visite du président de la République à Agboville a été une visite extraordinaire. C'est une visite qui nous a rassurés au niveau de la région. Et j'avoue que les propos qu'il nous a tenus sont des propos qui nous vont tout droit au cœur. Et certains vous l'ont dit, les populations d'Agboville et les cadres sont engagés auprès du président de la République pour faire de ce pays et de cette région une région émergente. C'est formidable, le président de la République vient de donner plus que de l'espoir à toute la région. C'est le développement qui est en train de venir. Et Agboville attendait cela depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre si on n'est pas joyeux en ces jours? Parce qu'on a traité l'Agnebi Tiassa de ne pas être dans le train de l'émergence. On a démontré aujourd'hui au président de la République que l'Agnebi Tiassa est dans le train de l'émergence puisque le train passe à Agboville et donc on est dans l'émergence et sa venue dans l'Agnebi Tiassa et à Agboville en particulier va redonner encore un nouveau souffle encore au développement. Nous sommes venus soutenir le président et nous sommes venus en délégation de 6 personnes au nom de l'association des ressortissants d'Agboville en France, ARAF. Et nous sommes vraiment contents de cette fête qui a été vraiment une grande réussite. Nous sommes à vos côtés et nous serons toujours davantage à vos côtés. Agboville a prouvé au président de la République, a témoigné son signe de reconnaissance au président de la République pour tout ce qu'il fait pour le peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir le président de la République à Agboville. Aujourd'hui, il y a la cohésion totale et la cohésion sociale à Agboville. Il y a tout le monde s'entend à Agboville. Toutes les décisions prises pour que le président vienne, nous avons tous participé et nous sommes fiers aujourd'hui. La première dame Dominique Ouattara a fait des dons aux populations d'Alépé, des dons d'une valeur de 150 millions de francs CFA. On en sait plus avec Thomas Guissambi. Mobilisée, elle l'était. Enthousiasmée, elles l'ont été également. C'est donc avec empressement que les femmes du département d'Alépé, soutenues par leurs hommes, sont allées à la rencontre du cabinet de la première dame Dominique Ouattara. La présence de la directrice de cabinet de la première dame a été tout simplement le signe pour Alépé qu'il n'est pas oublié dans l'élan de générosité et de solidarité de l'épouse du président de la République. Et quand Patricia Sylvie Yao transmet le message de Dominique Ouattara à Alépé, le bonheur se lit encore plus sur les visages. Le FAFSI, Alépé n'est pas en reste. Vous aviez commencé avec 30 millions. La première dame me charge de vous dire qu'elle met 70 millions pour faire 100 millions. Séance tenante, 100 millions pour Alépé. Et je tenais à vous transmettre ce message de la première dame. Le couple présidentiel travaille pour vous. Et effectivement, Alépé bénéficiera du développement que le président de la République est en train de mettre en marche pour toute la Côte d'Ivoire. Pour l'amélioration des conditions précaires de santé et l'aide à l'autonomisation de la femme, la première dame en a été vivement remerciée. Ce don répond à un vrai besoin parce que la zone dans laquelle l'ambulance a été attribuée est une zone qui a 75 km de chef-lieu de département, qui est la zone la plus peuplée, et qui avait des difficultés pour évacuer même les malades. Donc c'est un grand soulagement pour la population et pour le corps médical. Nous étions sincèrement pauvres. Bien vrai que nous soyons à 40 km d'Abidjan, on dirait que nous étions
à 1000 km. Sincèrement, tout est difficile. À savoir la route, les femmes, mais avec le concours, l'appui de la première dame, que cet argent qui est mis à notre disposition, sincèrement, nous ne ferons que dire merci à madame. Parce que même si on doit tomber, ce ne serait pas comme par le passé. 150 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons dont a bénéficié Alépé dans l'action sociale de Dominique Ouattara avant l'imminente visite d'État de son époux sur cette terre de Goua, Atié et Agni. La Côte d'Ivoire a ouvert ses portes aux investisseurs au Forum économique Africa-Belgium Week, une Côte d'Ivoire entièrement tournée vers le développement économique. En tout cas, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a tenu à le faire savoir. Ce forum s'est achevé mercredi dernier, un forum qui a regroupé une trentaine de pays participants et de nombreux chefs d'entreprise. Le reportage de Hervé Bly. Entrepreneurs africains, européens et québécois ont eu à Genval de nombreux B2B avec les membres de la délégation ivoirienne. Ils ont aussi assisté aux différents panels sur la Côte d'Ivoire et ses différentes potentialités. Le panel sur les TIC ayant été animé par le ministre de la Poste et des TIC Bruno Nabagné-Koné et celui sur les mines par le ministre en charge de ce département. Nous avons senti beaucoup d'engouement des opérateurs belges. Ça a été très positif. Et nous pensons que ça va permettre quand même de dynamiser les relations entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, qui sont déjà très bonnes. L'engouement des opérateurs économiques belges et de nombreux autres présents à Genval, le Premier ministre a pu le jauger au cours des différentes audiences qu'il leur a accordées. Ce que je retire, c'est qu'il y a un très vif intérêt pour la Côte d'Ivoire dans différents secteurs, le secteur de l'énergie notamment, qui est un secteur important, le secteur des ports, aéroports, mais un intérêt très très fort donc, de la Belgique sur la Côte d'Ivoire, au niveau des hommes d'affaires, mais aussi au niveau des autorités gouvernementales. Le forum économique ABBW qui vient de s'achever aura confirmé le vif intérêt du monde des affaires pour la Côte d'Ivoire. On est spécialisé dans le survol maritime et on s'est implanté en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. On a abordé un sujet qui nous tient à cœur, c'est le secours aux personnes, où on propose un service que l'on fait déjà ici en Europe, un hélicoptère médicalisé avec une équipe médicale pour le secours aux personnes, que ce soit sur les voies routières ou dans des agglomérations aussi congestionnées qu'Abidjan. L'objectif de cette réunion était de pouvoir réunir un ensemble de sociétés qui étaient acteurs dans le secteur ferroviaire, de sensibiliser le Premier ministre. Et je crois que ça a été reçu 5 sur 5 et qu'on sera bien attendu la semaine du 8 juin là-bas en Côte d'Ivoire pour créer des partenariats. Avant de quitter la Belgique, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec Patrick Gomez, le nouveau secrétaire général des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, au siège du groupe à Bruxelles. Célébration de la semaine de l'Union européenne aujourd'hui autour du thème partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique. L'événement a été marqué par la présence des ambassadeurs de l'Union européenne. Des experts et patrons d'entreprises venus de 8 pays de la sous-région sont réunis en Assemblée générale ordinaire à Abidjan. Il s'agit de faire le bilan des activités menées par la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de créer un cadre d'échange économique en vue de booster le marché des affaires ouest-africains. Godefroy Kambawa et Jean-Louis Gbangbo. Consolider le partenariat public-privé afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans l'espace ouest-africain. Axe majeur dans la politique de développement de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, qui se réunit ici à Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son Assemblée générale ordinaire qui enregistre la participation des 8 pays membres ainsi que de la Mauritanie. Nous allons faire profiter, bien sûr, comme on l'a déjà fait par le passé, la FOPAO et l'expérience de notre organisation patronale, de ses acquis, et partager avec les consoeurs de la sous-région tous les aspects du développement du secteur privé africain. Nous nous organisons ainsi pour permettre d'avoir un interlocuteur qui puisse porter la voix du secteur privé devant les chefs d'État. Alors chaque année, nous avons des thèmes de formation de nos membres en sorte que les organisations dans leur pays
puissent être des interlocuteurs valables auprès des gouvernements. Durant 2 jours, ces experts et patrons d'entreprises feront le bilan des activités de l'année écoulée. Ils mettront également en place de nouvelles réformes pour un meilleur développement socio-économique. Des stratégies qui viendront certainement améliorer le climat. Les députés ont adopté aujourd'hui le calendrier des travaux parlementaires de la première session ordinaire 2015. Ce sont au total 4 projets de loi et ce au cours d'une séance plénière. Le reportage de Léon Bro. Pour cette première session ordinaire ouverte ce 29 avril pour une durée constitutionnelle égale à 3 mois maximum, des projets de loi pourraient toujours parvenir à l'Assemblée nationale. Ils seront examinés à partir du 5 juin 2015. Jusqu'à cette date, retiendront l'attention des 251 députés siégeants 4 textes. Une proposition de loi instituant des incompatibilités entre le mandat parlementaire et l'exercice de fonctions exécutives locales, un projet de loi organique relatif à la Cour des comptes et 2 textes de loi ordinaires. Le premier porte répression du terrorisme et le dernier, relatif au statut des greffiers, signe son nouvel examen pour renvoi en commission l'an dernier. Aussi au programme 2 séminaires dont l'un d'ordre international puisqu'y participeront plusieurs parlements d'Afrique pour préparer la prochaine Assemblée générale de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À ces travaux s'ajoutent 2 séances d'information parlementaire relatives à la politique de l'entretien routier et au programme Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Elles sont chargées du suivi des femmes avant, pendant et après la grossesse. Elles, ce sont les sages-femmes. Elles sont célébrées aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale des sages-femmes. En Côte d'Ivoire, les sages-femmes de 12 établissements sanitaires sont formées au droit universel des femmes durant la grossesse et pendant l'accouchement. Le reportage de Ami Sissoko. La qualité des prestations dans les maternités laisse à désirer. Le respect des droits universels des femmes durant la grossesse et l'accouchement est quasi inexistant. Comment améliorer l'accueil dans les maternités? La Journée mondiale de la sage-femme, moment choisi pour former les concernés. Un projet piloté par les ONG Action contre la faim et Terre des Hommes. Il y a des efforts qui sont faits. On enregistre de plus en plus de la qualité dans les soins qui sont faits dans les centres de santé. C'est une occasion pour rappeler ces sages-femmes-là qui sont vraiment professionnelles à continuer de respecter les droits des femmes. La formation concerne les sages-femmes de 12 centres de santé à base communautaire. Une journée pour réapprendre les respects des règles de la déontologie, de la dignité de la patiente et de sa volonté. La femme enceinte a le droit de choisir la personne qui va s'occuper d'elle dans le cadre de sa grossesse. Elle peut choisir, en venant à la maternité, son gynécologue. Elle peut choisir la sage-femme qu'elle veut. Et ce que nous remarquons, c'est que nous, les prestataires, quelquefois, nous n'avons pas cette notion. Ça fait partie des droits les plus élémentaires de l'homme. C'est son droit de dire « je veux aujourd'hui que telle personne s'occupe de moi ». De choisir le lieu où elle va accoucher, de choisir la position dans laquelle elle veut accoucher. Le rôle des sages-femmes dans la réduction de la mortalité maternelle est indéniable. Mais le non-respect des droits universels des patientes peut tout compliquer. Un atelier s'est tenu à Dimbokro autour du projet études monographiques et économiques des districts de Côte d'Ivoire. Objectif impliquer les acteurs centraux et locaux dans la planification du développement équilibré de la Côte d'Ivoire. Nancine Bakayoko et Victorien Angwa. Les études monographiques sont des photocopies des réalités du territoire. Elles font ressortir les opportunités et les menaces de chaque district. C'est donc un outil diagnostique destiné à alimenter le Programme national de pôle économique de compétitivité, PEC. Le gouvernement ivoirien en a fait un projet majeur. La ville de Dimbokro a abrité un atelier régional ce mardi. Objectif, mettre à la disposition des acteurs centraux et locaux des informations fiables et actualisées. Nous avons jugé bon d'impliquer les populations parce que sur la base de ces éléments, de ces données, nous allons bâtir des stratégies d'aménagement et de développement de ces territoires-là. Et il est important que les populations, en tant qu'acteurs, puissent se prononcer sur l'image qui est donnée de leur territoire. Ces études monographiques viennent soutenir la mise en œuvre de la deuxième génération du Plan national de développement post-crise. Le programme est appelé à assigner aux régions des fonctions spécifiques porteuses de développement harmonieux, durable et équilibré. Les études monographiques
économique des districts de Côte d'Ivoire constitue, à n'en point douter, un outil d'aide à la décision pour les gouverneurs, pour les préfets, pour les membres du corps préfectoral, mais surtout pour nos élus, présidents de conseil, maires. Le projet devrait déboucher sur la mise sur pied de 14 pôles économiques à travers la Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly est candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'annonce a été faite par le délégué général de Leader, Liberté et Démocratie pour la République. Les conditions de la participation du parti de Mamadou Koulibaly dans ce reportage de Léon Brou. Mamadou Koulibaly, le président de Leader, Liberté et Démocratie pour la République face aux militants de son parti. À 6 mois de l'échéance électorale, c'est l'encadre de la gestion du pouvoir d'État par le président Alassane Ouattara qui est passé au crible. Dialogue politique, financement des partis politiques, croissance économique, lutte contre la pauvreté, médias d'État, infrastructures socio-économiques, tout est à refaire pour Leader qui propose la candidature de son président. La candidature de Leader et du professeur Mamadou Koulibaly, c'est pour changer les choses. Il faut changer la façon de faire les choses. Changement de gouvernance et même de régime politique pour passer du système présidentiel au parlementaire. Leader, toujours selon sa déléguée générale, mobilise les moyens. Une coalition avec d'autres partis de l'opposition est même envisagée, la coalition nationale pour le changement. Qui va être le candidat de la coalition? Ce n'est vraiment pas l'ordre du jour. Si les conditions ne sont pas remplies, il n'y aura pas de candidat. Il faut d'abord que les conditions soient remplies pour qu'on passe à la phase de qui va être le candidat de la coalition. L'une de ces conditions, c'est la sécurisation des élections. Au total, souligne la déléguée générale, Leader subordonne sa participation effective aux élections par la réunion des conditions de transparence du processus. Un projet d'assainissement a été lancé par des jeunes de Daoukro en vue de rendre leur cadre de vie sain. La question de la lutte contre l'insalubrité à Daoukro a permis de former plusieurs jeunes. C'est en tout cas ce que nous dit Jean-Louis Bangbo. Daoukro, ville propre, Daoukro la coquette. C'est le nouveau slogan de cette ville située dans la région du Ifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pour rendre le cadre de vie des populations propre et agréable, plusieurs jeunes ont été formés aux techniques de gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Ces jeunes ont reçu du matériel composé de 15 charrettes, 3 tricycles et divers autres matériels de salubrité. La population est appelée à réserver un accueil chaleureux aux précollecteurs qui vont arriver chez eux, à les écouter, à les accompagner, à sortir leurs déchets à partir de 16 h pour ne pas que, après le passage des jeunes, on retrouve encore les déchets dans les rues. La jeunesse de Daoukro se dit prête à accompagner ce projet initié par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Aujourd'hui, 103 jeunes ont bénéficié gratuitement d'une formation de précollecteur. 52 d'entre eux bénéficient d'un emploi. Pour nous, c'est une grande avancée pour la lutte contre la pauvreté. Ce projet va permettre à la ville de Daoukro de gérer efficacement ses ordures ménagères. Dans le cadre de sa mise en œuvre, un centre et 4 postes de groupage d'ordures ont été créés. Première édition de la Foire internationale d'Abidjan, un nouveau rendez-vous économique et commercial lancé mardi. Plus de 400 exposants venus d'une dizaine de pays font découvrir leurs produits au public ivoirien. La Foire internationale d'Abidjan regroupe plusieurs centaines d'exposants de différents secteurs d'activité dont l'intérêt est non seulement de mettre à l'honneur le commerce, mais aussi de favoriser le tourisme dans le pays organisateur. Issa Yeo et Abou Sanogo. Cuisson à vapeur, friteuse sans huile, vêtements, ustensiles font partie de la gamme de produits proposés par plus de 400 exposants venant d'une dizaine de pays à l'occasion de la première édition de la Foire internationale d'Abidjan. Pendant plus de 10 jours, le public ivoirien a le choix entre les produits venant du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Les tableaux coraniques, tout, on vend, c'est les qui viennent d'Égypte, les bobos égyptiens, tout, je vends ça. En Côte d'Ivoire, ici, les produits égyptiens, ça marche, ça va. Ça se passe un peu bien. On appelle tous les Ivoiriens, les Sénégalais qui sont ici, de venir acheter nos produits parce que nous avons de beaux produits sénégalais là. La diversité des produits que nous fabriquons au Maroc
Vous savez, le Maroc est un pays frère, est un pays africain. Nous avons beaucoup d'avantages à travailler avec vous et vous également, notamment dans la mentalité, dans l'acceptation, dans la flexibilité, dans la qualité aussi des produits. Nous avons une qualité suffisamment bonne et un prix intéressant. Je trouvais ça bien que des entreprises viennent présenter des opportunités d'affaires on va dire aux hommes d'affaires ivoiriens. Ma foi, si il y a ce genre de collaboration sud-sud, je pense que c'est de bonne guerre pour l'économie ivoirienne. Ça va, j'ai pu prendre deux trucs là-bas avant. Oh non, les prix sont abordables quand même. C'est abordable. Pour les autorités de l'Algérie, pays invité d'honneur, la Foire internationale d'Abidjan est l'occasion de développer les opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et leur pays. La Côte d'Ivoire est un pays actuellement en forte progression. Nous sommes venus d'abord pour montrer un peu ce que produit l'Algérie et ensuite voir les opportunités, surtout d'investissement. Nous essayons donc de connaître un peu plus les besoins de la Côte d'Ivoire et voir donc ce qu'il y a comme intéressement pour nous. La Foire internationale d'Abidjan va s'achever le 10 mai prochain. La Centrafrique organise son forum de réconciliation. Le pays s'achemine vers les élections et a soif de paix. La sécurité, la bonne gouvernance était au centre des débats à Bangui. Le récit de Sylvie Touré. Nombreux sont les Centrafricains qui attendaient avec impatience ce rendez-vous qui leur permettra de libérer leur cœur. Plusieurs fois reporté, le forum de la réconciliation s'est ouvert ce lundi à Bangui. Et dès l'entame des échanges, le chef de la transition, Catherine Samba-Penza, s'est voulu clair sur les enjeux du forum. Ce forum ne sera pas un tribunal populaire pour juger et jeter l'anathème sur les uns et les autres, ni l'occasion de distribuer des primes à l'impunité à travers une amnistie générale en faveur des bourreaux du peuple centrafricain. Justice et réconciliation, paix et sécurité, gouvernance et état de droit, enfin développement et reconstruction sont les 4 thématiques retenues pour ces assises qui réunissent groupes armés, responsables religieux, partis politiques et partenaires internationaux. Nous attendons à ce que tous les Centrafricains soient dans un bon état d'esprit, un cœur apaisé et qui viennent avec des propositions, des suggestions pour enfin tourner la page sombre, pour ne pas dire noire, que la vie centrafricaine a connue. Aujourd'hui, nous sommes là pour se dire la vérité entre nous, se réconcilier, se pardonner entre nous, Centrafricains. Et les attentes aujourd'hui, c'est l'aspiration du peuple. C'est pour que demain, le peuple centrafricain retrouve la paix. Placé sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine, ce forum d'une semaine rassemble environ 600 participants et représente une véritable occasion de reconstruction sociale pour le pays, en proie au chaos depuis le renversement en mars 2013 de l'ex-président François Bozizé. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.